Je remercie aussi les organisateurs de ce workshop de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir et ça me permet de découvrir beaucoup de choses qui me seront aussi très utiles. Alors oui, moi, je vous emmène dans l'océan Indien occidental et plus particulièrement sur la côte est-africaine et ce qui est actuellement la côte kenyane. Nous avons monté avec les collègues des National Museum of Kenya depuis 2006 plusieurs projets sur les héritages de l'esclavage dans la société contemporaine kenyane. Et entre autres, on s'est beaucoup intéressé à 2 sites missionnaires. Le premier site missionnaire, c'est Rabai. Donc, vous voyez là-bas, Rabai. Rabai. Et l'autre site est dans Mombasa, qui est Frères-Tonnes. Ce sont 2 sites qui ont été fondés par la Church Missionary Society. Le premier en 1844, Rabai, et le second en 1873 avec des contextes un petit peu différents que je vais vous épargner ici, sinon je vais être trop longue. Donc, en fait, nous sommes intéressés aux descendants des esclaves et des captifs, pour la plupart venus du lac Malawi et de Tanzanie, qui ont fait l'objet d'un commerce dans l'océan Indien qui était contrôlé par l'élite arabisée de Mombasa, de Zanzibar. Beaucoup d'entre eux ont été libérés par les Européens à la fin du 19e siècle dans la lutte contre la traite, justement, dans l'océan Indien occidental et dans le cadre de la mouvance abolitionniste et de l'épopée coloniale. Et donc, l'implantation de ces missions en Afrique de l'Est, sous couvert d'humanisme et d'œuvres civilisatrices, puis par la suite, la mise en place du gouvernement britannique introduisent des catégories raciales, européennes, indiennes, arabes et africaines, qui vont définir les droits et les devoirs de chacun en bouleversant en profondeur les ordres anciens et aussi en exacerbant les rivalités en fonction des catégories d'appartenance. Et de fait, l'abolition, plutôt que de mener à une réelle émancipation, coïncide peu à peu avec la création de nouvelles hiérarchies dans lesquelles les affranchis, les captifs et leurs descendants seront pris. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Je vais me concentrer sur la mission de Rabai, donc qui est à 30 km à l'ouest de Mombasa, qui est encore actuellement, je pense, le plus grand port d'Afrique de l'Est, et qui est en zone rurale, alors que Frères-Tonnes, l'autre mission, va être fondée dans la zone urbaine, et il y aura des différenciations notoires, mais que je n'aurai pas le temps de vous décrire ici. Donc, Rabai est un site intéressant parce que, effectivement, c'est un site d'implantation de la première mission anglicane en Afrique de l'Est en 1844. Mais de fait, c'est un des centres de diffusion du christianisme très important pour la région. Elle a été créée en 1844 alors juste avant de vous parler de ce missionnaire, c'est un site intéressant parce que le missionnaire Krapf va l'implanter dans des forêts sacrées qui sont habitées par des populations de langue bantoue. Je résume. Et donc, de fait, on va se retrouver dans un site multiple où à la fois on a l'héritage du christianisme, l'héritage de la culture Mijikenda extrêmement fort autour des sites secrets naturels, et puis aussi on a cette histoire liée à l'abolition. Donc ce site multiple fait que nous nous sommes vraiment intéressés à ça. On a aussi fait des recherches sur la culture Mijikenda aux alentours. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de vous décrire un petit peu tout ce processus d'abolition. Donc, le missionnaire Johann Ludwig Krapf est un missionnaire allemand qui s'est installé, qui est allé rencontrer les populations Mijikenda afin de les évangéliser. L'elder en charge de la forêt et du site et de la communauté lui a dit oui, ok, c'est bon, tu peux venir, mais par contre, tu t'installes très loin de notre forêt. Et donc, ce qui fait qu'il s'est installé en marge de la forêt. Donc là, vous voyez les forêts sacrées. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Et donc, ce que vous trouvez là, c'est la première église construite par les premiers convertis, en fait. Et puis également, donc c'est une carte qui a été réalisée par un de mes collègues
kényans, les chaînes là qui symbolisent l'histoire de l'esclavage et de l'abolition. Donc, Krapf établit sa mission dans un environnement qui n'est pas hostile, mais qui n'est pas convaincu, nous allons dire. Il est rejoint par un autre missionnaire, Rebman, qui l'aide dans son œuvre évangélisatrice, mais Krapf est malade, va partir. Rebman va rester pendant une vingtaine d'années. Il est entouré à ce moment-là d'un petit groupe de convertis. La mission ne fonctionne pas bien au départ. Mais voilà, ils auront, donc ce n'est pas cette église-là, mais ils auront créé la première mission et construite la première église anglicane sur la côte. Plus tout un compound avec une école, avec des cottages, avec un cimetière. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, dans les années 1860, la mission ne démarre pas et elle va recevoir l'aide des Africains de Bombay. Alors, les Africains de Bombay, ce sont des Africains, des captifs, excusez-moi, on les appelle Bombay Africans. Ce sont des captifs qui ont été pris des boutres de traitants dans l'océan Indien occidental, libérés par les patrouilleurs britanniques qui luttent contre la traite, envoyés à Bombay, dans ce qu'on appelle l'orphelinat de Nasik, qui avait été aussi créé par la Church Missionary Society, et dont un des missionnaires est le révérend Price, P-R-I-C-E, qui joue un rôle important à Bombay, mais qui jouera aussi un rôle important en Afrique de l'Est. Ces captifs libérés sont... Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Ces captifs libérés sont donc pris en charge par les patrouilleurs qui les amènent dans l'orphelinat de Nasik. Et à ce moment-là, ils sont instruits, christianisés, et acquièrent des compétences, notamment techniques. À un moment donné, en 1849, le révérend Price se dit que, juste un petit peu après, à la fin des années 60, se dit que ce serait bien d'utiliser cette main-d'œuvre et ses compétences pour aider à l'évangélisation des Africains d'Afrique, pour être rapide. Et donc, il voit en ces populations très spécifiques une main-d'œuvre d'interprètes, d'assistants, qui vont non seulement aider à l'évangélisation, mais aussi à l'exploration de la côte est-africaine. Et donc, c'est ainsi que le premier groupe d'Africains de Bombay arrive au Kenya, dans le Kenya actuel, et vont servir la mission de Rabai. Il y a 6 Bombay africaines qui arrivent. Ils vont se marier entre eux et effectivement, leur arrivée va avoir un impact très important sur le développement de la mission, surtout avec l'un d'entre eux qui s'appelle William Aaron Jones, qui va prendre vraiment à cœur l'accueil et la libération d'autres captifs et d'autres esclaves, notamment les marrons. Ce qui fait qu'avec l'arrivée de ces Bombay africains, avec aussi le travail de William Jones, à la fin du 19e siècle, Rabai comporte une communauté importante et très spécifique d'anciens esclaves, d'affranchis et de captifs, qui est composée de 3 groupes différents. Et à ce moment-là, on voit que même dans ce groupe de, on va dire, de missionnaires et puis africains, mais aussi d'esclaves libérés, on a des hiérarchies qui se mettent en place. Et donc, en 1888, il y a près de 1200 esclaves qui vivent, ou captifs ou libérés, qui vivent à Rabai. Près de 900 sont formés de Watoro, donc de fugitifs qui ont fui les plantations, les cocoteries des grands propriétaires terriens de l'élite arabe de la région, et aussi d'anciens d'ex-esclaves Mijikana eux-mêmes. Il y a un autre groupe qui sont les Mateka, qui forment la deuxième composante et qui sont, eux, originaires du lac Malawi et du nord du Mozambique actuel. Et en fait, qui sont ces captifs qui ont été libérés aussi par les patrouilleurs, mais eux n'ont pas été envoyés en Inde, ils arrivent directement en Afrique de l'Est, à Rabai et à Fredericton. Et la troisième composante, ce sont les Bombay africains, qui forment une communauté de 28 couples à ce moment-là, en 1888, qui apparaissent comme les plus éduqués, qui sont bien sûr
christianisés qui vont servir les missionnaires, ce qui fait qu'il va y avoir un clivage entre les autres groupes. Les Bombais africains apparaissant comme ceux qui sont les plus éduqués et donc les plus aptes à servir à la cause missionnaire. Donc, dans un deuxième temps, je vais vous parler un petit peu de William Jones. Donc, l'arrivée, comme je disais, de ces Africains de Bombay a un rôle très important. William Jones lui-même est un des Bombay africains et son investissement va marquer durablement la mission qui connaît un grand succès dans les années 80 et qui va contribuer aussi à la formation d'une communauté spécifique, celle des Wamisheni, donc ce sont celles, je dirais, des anciens esclaves, ex-slaves dans les archives. En 1876, on parlait de responsabilité de suite et d'autonomie. Il est très apprécié par ses supérieurs britanniques missionnaires pour son investissement personnel, ses qualités de prêcheur. Et donc, il va avoir en charge la mission de Rabaï sous l'autorité d'un jeune missionnaire britannique avec lequel il ne s'entend pas, mais il va se consacrer aux populations tout juste affranchies. Et donc, les Mijikenda, des Arabaï qui à ce moment-là avaient du mal à adhérer au christianisme, avaient, sous l'impulsion de Jones, on va vraiment avoir un gros effort fait en ce sens. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Rabaï va être sous l'autorité d'un missionnaire africain de Bombay, avec sous l'autorité d'un jeune missionnaire britannique, et il a sous lui des missionnaires femmes britanniques. Par contre, Frère-Town, qui est la mission dans Mombasa, elle va accueillir essentiellement des rescapés et sous l'autorité de missionnaires britanniques et donc qui va former une communauté extrêmement spécifique. À Frère-Town, on n'accueille pas les esclaves marrons qui ont mauvaise réputation. Les esclaves marrons, ils restent à Rabaï, à 30 km et dans le monde rural, on va dire. Jones administre la mission d'une main de fer et Price dit « To get the best out of Jones, we must post responsibility upon him. » Et donc, il est ordonné diacre en 1885, puis archidiacre en 1896. Donc, l'évangélisation des populations locales repose sur ses épaules et sous son influence, effectivement, la mission grossit rapidement. De 1884 à 1888, le nombre de chrétiens quadruple, passe ainsi de 510 à 2090. Donc ça, ce sont des chiffres qui viennent des archives, mais qui n'ont pas été travaillés par moi, qui ont été travaillés par Fred Morton, qui est un des scolaires britanniques des années 70-80. Donc, la croissance est attribuée bien sûr aux efforts de Jones pour l'adhésion des populations locales et rescapés à Rabaï, mais il a accueilli essentiellement aussi des marrons, des esclaves marrons. Et c'est là, en fait, où il va y avoir des frictions extrêmement fortes entre sa hiérarchie anglicane, britannique, et sa volonté de servir la cause abolitionniste. Et donc, dans les années 80, les autorités missionnaires commencent à entrer en conflit avec les grands propriétaires terriens, puisqu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'esclaves marrons qui trouvent refuge dans les missions. Donc, les propriétaires terriens commencent à se fâcher et Rabaï devient le théâtre d'affrontements violents auxquels Jones prend part. Et donc, on se rend compte que peu à peu, Jones fait de Rabaï le refuge d'esclaves marrons contre le souhait de ses supérieurs hiérarchiques et des autorités britanniques qui sont en train, futures coloniales, qui sont en train de se mettre en place à ce moment-là et qui souhaitent éviter les conflits avec les marchands d'esclaves et les grands propriétaires terriens, puisque l'esclavage est encore légal dans le domaine du sultan de Zanzibar et le sera jusqu'à son abolition en 1907. Et donc, bon, il y a des épisodes où les autorités britanniques viennent voir à Rabaï et Jones leur dit « Mais non, 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 oui, oui, il y en a qui passent, mais non, 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 il n'y a pas de runaway, il n'y a pas d'esclaves marrons à Rabaï. » Et pour autant, le vice-consul de Mombasa répond, dit oui, pour autant qu'il sache, il n'y a aucun esclave fugitif sur le site.
En octobre 1888, l'Imperial British East African Company est établie et en fait, l'arrivée de George Mackenzie va se heurter à la colère des propriétaires d'esclaves de la côte qui sont privés de cette main-d'œuvre servile, oui, et qui en tiennent responsables les missionnaires. Donc, ce qui oblige les autorités de la Church Missionary à se pencher sur la question de ces fugitifs. Et on se rend compte que Beans, alors le missionnaire en charge, est complètement dépassé et que les tutelles de la Church Missionary Society sont dans l'impasse. Ils sont bloqués entre la position abolitionniste de la Grande-Bretagne et qu'elles doivent respecter et la souplesse diplomatique dont elles doivent faire preuve avec les autorités du sultanat de Zanzibar. Et finalement, une commission se met en place et par la suite, le révérend Price ne cache pas sa surprise lorsqu'il réalise qu'à son insu, William Jones a recueilli, baptisé, confirmé une population d'environ 400 esclaves marrons sur le site. Et il est très... Alors, j'avais prévu que... Enfin, ouais. Donc, ça, c'est Rabman avec un ami. Donc, c'est un des Africains de Bombay. Ça, c'est les forêts sacrées que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure. Voilà, avec une vue, ce sont des collines, donc avec une vue sur Mombasa et puis l'océan Indien occidental. Et donc, on arrive à cet épisode. Et donc, le révérend se rend compte que très peu d'esclaves sont nouveaux sur le sol de Rabaï, qu'ils sont installés sur des portions de terre depuis longtemps, qu'ils ne veulent pas quitter. Et donc, la compagnie prend la décision d'aider les propriétaires d'esclaves et de les compenser et de libérer, émanciper la plupart des marrons de Rabaï. Et donc, très touché par cette situation, Jones se range à la volonté de ses supérieurs et il nous dit à ce moment-là, « How could I bear to see these poor baptized Christians and communicants pass by me with the hands fastened, beaten, abused and dragged through the village where they have lived and sung praises to the God of heaven ». En fait, il y a un certain nombre d'esclaves marrons qui sont chassés de façon très violente par les autorités missionnaires. Et donc, en fait, effectivement, en protégeant les esclaves marrons contre la volonté de ses supérieurs hiérarchiques, missionnaires et colonisateurs, Jones viole l'accord de 1890 qui stipule que les fugitifs doivent retourner chez leur maître ou alors qu'on en informe le gouverneur. Face au danger d'implosion de la mission, Price et le gouverneur de l'East African Company décident de répertorier chacun d'entre eux et vont les émanciper. Et le 1er janvier 1889, sur 1421 des noms enregistrés qui vont bénéficier d'un certificat de liberté, 907 sont Watoro, donc marrons qui ont fui les propriétaires planteurs, et 656 vivent à Rabaï. Donc, finalement, les négociations aboutissent à la compensation financière et la délivrance de ces certificats de liberté se fait devant l'église de Rabaï, cette église qui a été elle-même construite par les rescapés. Je vais terminer. Ce qui est en fait une victoire pour Jones à un goût amer, parce que la compagnie britannique poursuit cette politique et se contente de ne pas froisser les grandes familles propriétaires d'esclaves. Il est déçu, il est blessé, il va quitter Rabaï après que les autorités de la Church Missionary Society lui aient enlevé tout pouvoir sur la mission. Et puis des tensions apparaissent parce qu'il a acquis de la terre, donc les autorités missionnaires commencent à le lui reprocher. Il y a un différend qui passe devant le sous-commissaire de l'East African Protectorate qui donne et qui dit, et Jones dit, qu'est-ce que je peux faire? 3 Européens contre un homme faible. For to say the least, European will side with Europeans. So, de toute façon, en 1898, il démissionne, il retourne à Zanzibar, je ne sais pas si je l'ai gardé. Oui, non, ça c'est... Il dit, ouais, I fought for Rabaï, I fought for the slaves with their masters, I did all I could for Mother CMS, and now, after many years, to be told that I have proved myself an unfaithful servant was unbearable, hence I resign.
Pour lui, les missionnaires n'ont pas compris son engagement en faveur de l'abolition, mais plus globalement, il dénonce la stratégie anglicane de bloquer l'ascension sociale des affranchis. Et ça, on le verra de façon très forte aussi dans la mission de Frère tout au long de la colonisation. Pour conclure, le départ de Jones affecte l'engagement chrétien et effectivement, les chrétiens baissent de façon drastique sur la site. Pour les descendants de Jones et des affranchis de Rabai et de Frère, il reste une figure légendaire de la construction de ces missions, homme courageux au grand cœur qui a pris la défense des esclaves, qui a osé affronter les missionnaires, et il force l'admiration de chercheurs tels que Morton et Harris, qui dans les années 1970-80 ont fait les premiers travaux sur ces raisons-là. Et donc, en conclusion, au début du XXe siècle, les administrateurs et missionnaires en poste au Kenya doutent fortement de la capacité des affranchis à devenir de bons chrétiens. La libération des esclaves ne servirait, selon un missionnaire anglican de la Church Missionary Society, qu'à produire des individus immoraux et dangereux que seule l'éducation pourrait responsabiliser. Et en fait, comme cela s'est produit un demi-siècle auparavant dans la Caraïbe britannique, ceci s'accompagne d'une idéologie raciale qui relègue les populations esclaves et plus globalement africaines au banc de la société. Et en fait, ici, il y a différents degrés de hiérarchie raciale et statutaire. On a effectivement schématiquement les missionnaires blancs, les missionnaires africains. On a aussi les missionnaires africains avec les nouveaux convertis. Et donc, on voit bien qu'entre les Africains de Bombay et les tout juste convertis, ce ne sont pas tout à fait les mêmes gens, entre guillemets. Il y a les rescapés et acceptables que l'on va conserver dans la mission de Frère et qu'on va forger en tant que communauté bien spécifique. Et puis, il y a les esclaves marrons qui sont un petit peu les esclaves, les personnes dangereuses, sauvages. Et puis, il y a aussi ces missionnaires blancs avec les missionnaires femmes et ces missionnaires femmes britanniques qui sont sous la responsabilité de missionnaires africains, et notamment. Donc, la formation de cette élite missionnaire africaine reste empreinte de stéréotypes raciaux. Et au fur et à mesure que se met en place l'administration de la colonie, les valeurs philanthropiques missionnaires prônées lors de l'abolition déclinent. L'épisode de l'affranchissement des esclaves marrons est une des étapes essentielles de l'abolition de l'esclavage en Afrique de l'Est. Elle illustre les interactions complexes et les rapports de force qui traversent l'espace missionnaire est-africain à la veille de la colonisation britannique. Et à la charnière de ces deux mondes, les missionnaires africains, entre guillemets, tels que Jones, ont intériorisé certains des stéréotypes raciaux véhiculés par les missionnaires, les explorateurs, les premiers colonisateurs, en même temps qu'ils ont subi eux-mêmes le racisme des mêmes. Voilà. Je vous remercie. Moi, je vais vous montrer le cimetière derrière l'église. C'est le cimetière où sont inhumés les premiers missionnaires britanniques. Ensuite, un petit peu à part, toujours sur le même campement, il y a les missionnaires à Rabai pendant la colonisation. Et loin, 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 2 kilomètres, il y a le cimetière où sont inhumés les rescapés dès la fin du 19e siècle et encore aujourd'hui leurs descendants.